Tôt le matin, des rayons de lumière chaude pénètrent dans un appartement confortable, illuminant tout. Un réveil téléphonique réveille le personnage principal, nommé Frank, d'un profond sommeil. À peine ouvrant ses yeux endormis, Frank remarque quelque chose de très étrange et effrayant. Au plafond de sa chambre sont peints des hiéroglyphes rouges vifs dont la signification est inconnue. Cependant, assez rapidement, les hiéroglyphes commencent à disparaître et Frank se demande s'il fait des illusions. Cependant, les hiéroglyphes étaient plus réels que jamais, mais Frank n'eut pas le temps d'en comprendre la signification. Soudain, Frank remarque un détail très étrange et effrayant qui lui avait échappé jusqu'à présent. Après avoir regardé attentivement autour de lui, Frank se rend compte qu'il n'est pas dans sa chambre. Frank continue de parcourir la pièce des yeux, essayant de comprendre où il se trouve, mais rien ne lui donne la moindre idée. Frank ne retrouve aucun détail de sa chambre précédente, mais soudain des visions commencent à hanter sa tête. D'après les visions, il s'ensuit qu'il s'est retrouvé dans un monde parallèle, dans lequel il était le même orphelin, mais vivait une vie différente. Son âge et son visage n'ont pas changé, mais dans ce monde, il a reçu des soins, a réussi des examens et est entré dans une grande université, mais après cela, il a décidé de travailler comme vendeur ordinaire. Cependant, la principale préoccupation de Frank reste les mystérieux hiéroglyphes inscrits sur le mur. Frank n'a rien vu dans les souvenirs de son nouveau moi qui puisse clarifier cet événement. Soudain, les pensées de Frank sont interrompues par une douce voix féminine, l'appelant affectueusement par son surnom Zaya. La source de la voix s'avère être une jeune fille terriblement belle vêtue d'une chemise courte. Frank n'en croit pas ses yeux, se demandant quand il s'est marié dans un univers parallèle. La femme de Frank s'assoit à côté de lui sur le lit et l'invite à aller manger. Frank passe en revue les options pour s'adresser à la femme qu'il aime dans ses pensées, en essayant d'en choisir une. Décidant de l'appeler par son prénom, Frank décide de tester la mémoire de son nouveau moi pour trouver des informations sur sa femme. Cependant, après avoir parcouru tous les souvenirs possibles dans sa mémoire, il ne trouve absolument rien sur sa femme. Se tournant vers elle, il remarque qu'elle le regarde avec un regard vide et glaçant et lui demande qui elle est. Soudain, le corps de la belle fille commence à se déformer, se transformant en quelque chose de dégoûtant, mais au cours de ces terribles métamorphoses, elle pose d'une voix étrange une étrange question. S'il peut la voir. Frank lui dit que son cerveau semble surchargé et que c'est pourquoi il imagine des choses. La femme de Frank se transforme en un terrible monstre, grognant en disant qu'il peut la voir. Frank est paralysé de choc et d'horreur et regarde silencieusement le monstre qui, après une courte pause, lui arrache la tête. Une fraction de seconde plus tard, Frank se réveille à nouveau dans son lit, criant de peur. Essuyant la sueur froide de son front, Frank essaie de comprendre de quel genre de rêve il s'agissait et s'il est en vie maintenant. Cependant, en levant les yeux, il découvre à nouveau ces hiéroglyphes sur le mur. Frank, convaincu qu'il est mort et qu'il y est revenu d'une manière ou d'une autre, suggère qu'il y a un indice caché dans ces hiéroglyphes. De plus, après sa mort, Frank a découvert plusieurs nouveaux souvenirs de sa vie passée, d'où il ressort que dans son passé il n'a jamais vu de femme et a toujours vécu seul. Frank se rend compte qu'il y a un certain sens dans la phrase de sa femme selon laquelle il la voit et il ne doit à aucun prix lui laisser découvrir qu'il la voit. Cependant, pendant les réflexions de Frank, la porte de sa chambre commence à s'ouvrir lentement sous l'influence de doigts fins et pâles. La femme revient dans la pièce, répétant mot pour mot son salut et sa proposition d'aller manger, mais Frank décide de faire comme s'il ne la voyait pas. Frank s'assoit sur le lit et commence à baisser les yeux intensément, mais sa femme rampe vers lui, essayant de le regarder dans les yeux. Soudain, le cou de la fille tourne à 180 degrés et elle regarde Frank avec le même regard effrayant, disant que maintenant c'est son tour. Frank a peur de se trahir et sa femme lui demande d'une voix surnaturelle pourquoi il a décidé de jouer contre les règles. Après cela, la femme répète la phrase déjà familière selon laquelle il la voit et rit en enroulant sa longue langue autour du visage de Frank. En une fraction de seconde, la tête de Frank est violemment arrachée de son corps et la pièce entière est éclaboussée de sang. Frank se réveille à nouveau dans son lit, souhaitant la mort de sa femme par colère. Frank se tient la tête, essayant de reprendre ses esprits, essayant de répondre à ses questions pour savoir s'il est dans une boucle temporelle et pourquoi, après la mort, il recommence. Frank comprend que sa femme doit s'assurer qu'il peut la voir, alors il sort son téléphone pour pouvoir le regarder et ne pas se laisser distraire par elle. Une demi-minute plus tard, la femme réapparaît dans la pièce avec le salut habituel, mais cette fois elle s'intéresse à la raison pour laquelle Frank regarde les autres filles. La jeune fille s'assoit près de Frank, disant sarcastiquement qu'il tient le téléphone trop près. Cependant, heureusement pour Frank, cela ne lui donne pas la preuve qu'il peut la voir. Frank essaie de se concentrer, disant mentalement que s'accrocher à un homme comme celui-là est une technique interdite. Ayant rassemblé ses forces, le personnage principal continue de basculer la vidéo sur son téléphone. Cependant, après quelques échanges, il tombe sur une vidéo de son lit, sur lequel est allongée sa femme, et demande à Frank s'il voit tout clairement. Frank est effrayé par ce retournement inattendu et recule en jetant le téléphone sur le lit. Derrière lui, sa femme réapparaît,
désormais convaincu que Frank peut l'avoir. Frank décide de ne pas abandonner et, après l'avoir injurié, se retourne pour lui porter un puissant coup de poing. Cependant, l'épouse transformée esquive adroitement le coup, sautant sur le côté en apesanteur. Au même instant, elle enfonce ses dents acérées comme des rasoirs dans la main de Frank, la mordant proprement. Allongé sur le sol et saignant, Frank se promet d'essayer de s'échapper la prochaine fois, mourant lentement. Frank a continué ses tentatives, mais sa femme a réussi à chaque fois à le surprendre et à se prouver qu'il l'avait vu. À la 8e fois, il a tenté de s'échapper par la fenêtre, mais ils ont été bloqués. Après 10 tentatives, Frank a décidé d'essayer d'en profiter et de ne pas se cacher de sa femme. Cependant, le résultat était toujours le même et sa femme se révélait toujours être un monstre qui le mangeait sans pitié. Frank a perdu la notion du temps après sa 13e mort, se souvenant uniquement des nouveaux détails sur ce monde qui lui apparaissaient à chaque nouvelle renaissance. L'essence de ce monde dépassait la compréhension de Frank et il avait encore des questions. Frank ne comprenait pas quel genre de créature était sa femme, et ne savait pas non plus s'il existait d'autres entités comme elle dans ce monde. Cependant, 18 morts plus tard, il a juré qu'elle devait mourir pour pouvoir se sauver. Pendant tout ce temps, plein d'agonie et de tourments, Frank s'est rendu compte que malgré le fait qu'elle le réveille toujours, elle ne l'a jamais touché. Frank devine à juste titre que sa femme n'est dangereuse que si elle comprend qu'il la voit d'une autre manière et la traverse calmement jusqu'à la cuisine. Frank prépare lui-même son petit déjeuner, ignorant les plaintes de sa femme selon lesquelles il n'a pas à le préparer 2 fois. Frank note qu'en plus de sa beauté éblouissante, sa femme est terriblement rusée. Frank est en train de grignoter un sandwich lorsque le visage de sa femme apparaît sur la table et lui demande pourquoi il ne mange pas ce qu'elle a préparé. Cependant, cette fois, Frank réussit à ignorer toutes les pitreries étonnantes de sa femme et à surmonter les obstacles sur le chemin du départ de l'appartement. Claquant la porte derrière lui, Frank se dit mentalement que personne ne peut s'en tirer avec 18 meurtres. Frank s'éloigne de son appartement en disant qu'il doit se venger de ce qui lui est arrivé. Le personnage principal descend le palier et ouvre la porte d'entrée. Cependant, en sortant, il est aveuglé par une lumière orange sanguine et Frank n'arrive pas à croire ce qu'il voit. Un monde d'un autre monde apparaît devant Frank, plein de créatures étranges et effrayantes flottant dans les airs. Frank éclate de rire, incapable de comprendre la terrible réalité dans laquelle il se trouve. Cependant, très vite, la folie à court terme est remplacée par de fortes nausées et Frank commence à vomir directement sur l'asphalte. Soudain, une petite fille s'approche de lui et lui demande s'il est malade et comment il se sent. Frank regarde l'enfant douloureusement fatigué et met sa main sur sa tête, la caressant doucement, disant que tout va bien pour lui. Le visage de l'enfant se transforme soudainement en une sorte de visage effrayant et elle répète la phrase déjà mémorisée selon laquelle il la voit. Sous les yeux de Frank, la jeune fille se transforme en un énorme monstre qui lève sur lui un énorme couteau en os. Frank recommence à rire follement, disant qu'il l'aimait vraiment au début. Alors que le monstre commence à frapper, Frank comprend qu'il existe un nombre incroyable de monstres de ce type dans ce monde et qu'il n'a donc pas à s'inquiéter de la possibilité de mourir. Un énorme couperet atteint le héros, le transformant en viande hachée sanglante, étalée sur l'asphalte. Frank rouvre les yeux, allongé dans son lit, et sa femme vient de nouveau le réveiller, allongé à côté de lui sur le lit. De nouveau dans la rue, Frank décide d'observer ce monde et de faire plusieurs découvertes sur le fonctionnement de tout ce qui y fonctionne. D'après les observations de Frank, il s'ensuit que les monstres ordinaires ne peuvent pas influencer le monde extérieur, même s'ils le souhaitent vraiment. Cependant, certains d'entre eux prennent une forme humaine et tentent de provoquer une réponse de la victime pour ensuite la tuer. Frank essaie de comprendre pourquoi ils ont besoin de cela et suppose qu'ils veulent ne faire qu'un avec le monde des gens. Frank prend le vélo et vérifie son solde après avoir effectué de petits achats, remarquant qu'il ne lui reste que 3 yuans sur son compte. Frank pense qu'il devra trouver un emploi pour explorer ce monde. Frank examine son téléphone, vérifie sa correspondance à la recherche d'indices sur sa vie passée, et apprend qu'il a quitté son emploi mais qu'il a dû venir régler une affaire. Ayant trouvé tout ce dont il avait besoin, Frank décide de reprendre la route de son travail, dans l'espoir d'y trouver des indices supplémentaires. En arrivant sur place, Frank découvre un bâtiment qui n'est pas du tout ce qu'il s'attendait à voir. Selon Frank, il aurait dû y avoir un bureau de vente ici, mais il est arrivé à l'hôpital psychiatrique de Sanshan. Frank décide d'enquêter sur la situation, mais ce faisant, il reçoit un appel téléphonique à partir duquel une voix inconnue commence à l'insulter. Après avoir réglé les choses avec des excuses abstraites et disant qu'il n'est pas à l'aise pour parler en ce moment, Frank raccroche et continue ses recherches. Frank se souvient qu'il y avait autrefois l'académie BEILUO ici, et maintenant un hôpital psychiatrique est apparu sur ce site de quelque part. Frank décide de passer à autre chose, notant que malgré le caractère effrayant de cet endroit, il est incroyablement intéressé par ce qui se passe. Soudain, Frank est légèrement poussé par quelque chose d'invisible, le faisant trébucher un peu. Frank remarque que quelque chose de doux a touché et essaie de le sentir dans l'air. Soudain, devant lui se matérialise un sein de femme qu'il a touché sans le savoir. Une seconde plus tard,
la joue de Frank est brûlée par une forte gifle qu'il reçoit de la propriétaire du sein de cette même femme. Soudain, une jeune fille apparaît devant lui et promet de le poursuivre en justice, le traitant de pervers. Frank lève les yeux et voit l'académie BEILUO devant lui, au lieu d'un hôpital psychiatrique. Cependant, avec la concentration, Frank recommence à voir l'autre monde, mais il y a maintenant quelques changements. Frank peut désormais voir l'académie et l'hôpital psychiatrique comme s'ils étaient superposés. Frank touche les murs de l'académie et sa main les traverse librement, comme dans l'air. Frank a peur de ce qui pourrait arriver et se demande si de vraies personnes peuvent voir ce qu'il fait. Cependant, décidant que l'intérêt pour ce qui se passe l'emporte sur les coups possibles, il se ressaisit et traverse le mur fantomatique. Frank se retrouve dans des couloirs sombres, tachés de sang et émettant des sons étranges depuis leur coin sombre. Frank examine la salle de réunion, la salle à manger et les toilettes sans trouver personne, mais après une courte recherche, il tombe sur une pièce dans laquelle règne une forte odeur de sang. Après avoir traversé le mur, Frank aperçoit la silhouette d'une jeune fille allongée, lui tournant le dos et pleurant amèrement. Cependant, après une seconde, la jeune fille se lève et se retourne, appelant son frère, révélant son visage flétri et vide. Cependant, Frank passe devant, imperturbable, traversant le mur suivant. Derrière le mur suivant, un énorme monstre, semblable à un abcès muté, attend Frank et se lèche les lèvres en le regardant avec 4 yeux. Frank, cependant, parvient à passer sans problème, ignorant toujours la présence de la créature effrayante. Frank continue d'explorer l'hôpital, rencontrant toutes sortes de créatures et évitant à chaque fois la mort en les ignorant. Mentalement, Frank remercie ironiquement sa femme de l'avoir tué 18 fois, lui apprenant les techniques nécessaires. Frank remarque les arrêts maladie et essaie de les ramasser afin de trouver des indices. Réalisant que ses draps sont éphémères et qu'il ne peut rien soulever, Frank décide de se lever lorsqu'il remarque soudain une sorte de matière noire s'infiltrer à travers son visage. Comprenant rapidement ce qui se passe, Frank se lève calmement, ignorant le monstre suspendu au plafond, qui ressemble à une infirmière déformée et défigurée. L'infirmière descend, lui proposant de le rejoindre pour explorer les secrets de l'hôpital, mais Frank l'ignore toujours et s'en va, décidant de trouver la réponse dans le bureau du doyen. Frank entre dans la partie principale du bâtiment, remarquant comment les bureaux de l'hôpital se fondent dans le bureau des ventes, notant que le bureau du doyen est très probablement situé au-dessus. En parcourant les couloirs, Frank remarque 2 ombres, qui indiquent que le directeur général nommé Melvin est furieux que Frank ne se soit pas encore présenté. Rencontrant Melvin et son ami Marty, Frank ignore l'hystérie du premier et passe devant eux. Frank se rend au 3e étage, incapable de trouver le bureau du doyen au 2e, et Melvin et Marty tentent de monter derrière lui et de l'arrêter. Après un certain temps de recherche, Frank trouve enfin la bonne porte et l'ouvre. En entrant dans le bureau, il découvre un gars et une fille nommés Wa et Selina, qui passaient un très bon moment. Frank prend la main de Selina tandis que Wa et Marty lui disent de sortir d'ici et de laisser partir la fille. Cependant, Frank ne veut rien de Selina et la repousse simplement, essayant de trouver quelque chose de précieux dans le bureau. Après avoir parcouru la table des yeux, Frank trouve une note mystérieuse. Frank lit le texte et constate que cet hôpital garde de grands secrets. Après avoir étudié la note, Frank apprend que la clé de la connaissance est stockée dans le bureau 520 du bloc C, se demandant mentalement à qui est adressée cette lettre. Frank part à la recherche de son bureau, essayant de comprendre comment le doyen aurait pu savoir que Frank devrait le faire, tandis que Marty le suit, lui demandant comment il se sent. Cependant, assez rapidement, les ampoules tamisées des étages s'éteignent instantanément et avec elles la lumière s'éteint dans tout le bâtiment. Selina panique un peu lorsqu'elle se retrouve dans l'obscurité totale, et Wa dit à Melvin de découvrir où se trouve la brosse électrique. Ne voulant pas se promener dans le noir, Frank allume la lampe de poche de son téléphone, éclairant légèrement le chemin devant ses yeux. Frank sort à nouveau dans le hall principal, utilisant sa lampe de poche pour scruter la grande salle, mais ne voit presque rien. Selina, Marty, Melvin et Wa descendent également vers Frank, marchant à la lumière d'une lampe de poche, essayant d'une manière ou d'une autre de communiquer avec le personnel technique. Wa déclare que, en fonction de ses capacités et de sa position, il a accès à plus que ce que d'autres peuvent imaginer. Il ajoute que l'absence de signal de téléphone portable, de tension et d'électricité ne peut indiquer qu'une seule chose. Selon Wa, tout leur groupe s'est retrouvé dans une zone interdite. L'un des employés se plaint d'avoir perdu toute sa progression de travail non sauvegardée, dont la restauration prendra beaucoup de temps. Un garde nommé Flynn demande aux autres s'ils vont bien, ce à quoi ils répondent par l'affirmative, après quoi il annonce qu'il va aller vérifier les bouchons des boucliers. Le reste des travailleurs sortent leur téléphone pour pouvoir également éclairer leur chemin dans l'obscurité. La foule commence à devenir un peu nerveuse, irritée et paniquée par le manque de communication et de nouvelles concernant le retour de l'électricité. Frank demande à Wa à quoi correspond cette zone dont il parle. La foule commence à paniquer davantage après avoir entendu les mots sur la zone réglementée, chuchotant anxieusement et s'en prenant les uns aux autres. Wa décide d'arrêter la panique montante et crie à tout le monde de se taire.
Il continue de parler, disant d'un ton sérieux qu'il va désormais dire des choses vitales que tout le monde doit apprendre. Wa explique que le surnaturel existe dans ce monde et que la zone dite interdite est le royaume de ses forces, qui peut être comprise comme un sous-espace. La foule remarque que le garde de Flynn est parti depuis 3 minutes, ce à quoi Wa suggère timidement qu'il a rencontré des êtres d'un autre monde. Melvin s'approche de Wa et lui demande ce qu'ils doivent faire, ce à quoi il répond qu'ils doivent trouver un moyen de s'en sortir vivant. Soudain, Frank remarque une faible lumière planant près du plafond et émettant une aura sombre. Un frisson familier envahit Frank et il se rend compte que des forces d'un autre monde sont déjà là. Frank dit aux gens qu'ils sont déjà là, mais elle essaie avec enthousiasme de clarifier ce qu'il veut dire exactement. Les employés recommencent à paniquer, disant nerveusement à Frank qu'il ment, mais il remarque soudain la disparition d'une employée nommée Stella. Il demande aux autres où elle est allée, mais personne ne peut lui répondre, car tout le monde l'a vue littéralement juste à côté d'eux. L'ami de Stella essaie de ressentir son ami dans le noir, mais tout ce qu'elle peut saisir, c'est l'air lourd. Wa se tourne vers Frank, lui demandant s'il a vu à quoi ressemblent des créatures d'un autre monde, ce à quoi il répond qu'il n'a remarqué que la disparition de Stella. Les employés sont effrayés par le fait que Frank reste étonnamment calme, malgré la situation inquiétante. Wa note que Frank n'a pas du tout peur des créatures d'un autre monde et lui demande s'il est un espère. Frank demande à nouveau avec confusion, ce à quoi Wa explique qu'un espère est une personne dotée de capacités paranormales, et que la meilleure façon de vaincre ces créatures est d'utiliser ses capacités au maximum. Les paroles de Wa inspirent Frank et il s'intéresse à la façon de mettre en pratique ses capacités. Wa s'émerveille mentalement que Frank puisse penser si clairement même dans une telle situation et pense qu'il pourrait être la clé pour les sauver. Wa explique à Frank qu'il y a 2 conditions nécessaires pour pratiquer les capacités. La première condition est le baptême avec la peur de la mort, qui encourage l'âme à souffrir et permet aux forces surnaturelles de pénétrer en vous. Cependant, selon Wa, il existe également certaines conventions, dont l'une stipule que ce pouvoir est comme un chiffon qui, en absorbant une partie de ce qui est essuyé avec lui, profane ainsi l'âme de celui qui le porte. Frank réfléchit aux perspectives et pèse toutes les possibilités qui peuvent se présenter à lui. Frank comprend que sa femme et tous les monstres dans les rues ne sont qu'une illusion qu'il ne peut pas toucher comme ça, mais s'ils font irruption dans la réalité, ils pourront immédiatement tuer des gens. Cependant, cela signifie également que s'il peut les toucher et recevoir leur pouvoir, alors il pourra tous les détruire, et surtout aura l'opportunité tant attendue de se venger de sa femme bien-aimée pour tout ce qu'elle lui a fait. En réfléchissant, Frank ne remarque pas comment un autre employé nommé TAD est enlevé par des créatures d'un autre monde. Wa crie à nouveau après la foule, leur ordonnant de se calmer pour ne pas en inviter davantage ici. Selina se met à pleurer, disant à Wa qu'elle a très peur et qu'elle ne veut pas disparaître. Frank interrompt les discussions du couple en disant que cela se produit toutes les 2 à 3 minutes. Il précise qu'après la disparition d'un homme, le délai jusqu'au prochain est de 3 minutes, et après la disparition d'une femme, de 2 minutes. Frank dit que sur la base de ces données, il ne reste plus que 3 minutes avant la prochaine disparition. Frank commence à marcher dans l'obscurité et Marty lui demande où il allait, ce à quoi il répond qu'il est allé chercher une issue. Frank répond qu'il n'en reste que 9, ce qui signifie que dans environ 20 minutes, tout le monde sera mort s'il reste ici. Wa crie après Frank sur la façon dont une personne ordinaire peut savoir quelque chose à ce sujet, mais il est interrompu au milieu d'une phrase. Frank regarde Wa, lui disant mentalement de se taire, et dit que s'il dit encore un mot à ce sujet, il le tuera lui-même. Quelque temps plus tard, Frank et Marty ratissent les couloirs sombres, essayant de trouver une issue. Soudain, au bout du couloir, une faible lumière verdâtre commence à briller, la même qu'à l'hôpital. Sous les yeux de Frank, le sol sous ses pieds commence à se transformer et Marty s'accroche à lui avec effroi, lui demandant d'attendre. Quelques secondes passent et il se retrouve dans les couloirs de l'hôpital psychiatrique de Sanchan. Marty demande à Frank pourquoi ils se sont soudainement retrouvés dans un hôpital psychiatrique à cause d'un film d'horreur, provoquant la surprise de Frank. Frank étudie les murs et se rend compte que le sous-espace de l'hôpital et sa réalité ne font plus qu'un, et donc ses habitants aussi. Frank ouvre la pièce et voit des murs et des vêtements tachés de sang appartenant aux personnes disparues. Frank devine ce qui s'est passé et dit à Marty que les employés de bureau ont une silhouette mince et un indice de masse corporelle dans la fourchette normale. À la question nerveuse de Marty, Frank résume la situation en disant que le monstre a mangé les femmes en 2 minutes et les hommes en 3. Frank dit que la plupart des monstres sont enfermés dans les chambres, mais que si une porte était ouverte quelque part, ils pouvaient s'échapper, mais pendant tout ce temps, ils n'ont rencontré personne. Frank examine les vêtements et remarque qu'ils sont assez propres et qu'il n'y a du sang qu'aux endroits coupés, ce qui signifie qu'ils ont utilisé quelque chose de pointu. Frank suppose que le cas le plus probable sera celui du personnel médical et dans sa tête il se souvient du bruit d'un scalpel coupant l'air. Frank rassemble toutes ses suppositions, suggérant qu'il pourrait s'agir de l'infirmière effrayante qu'il a rencontrée plus tôt. Soudain, de l'obscurité des couloirs, des bruits et des murmures recommencent à se faire entendre, et l'espace autour d'eux recommence à changer.
Un groupe de survivants émerge de l'obscurité, ne sachant plus s'ils se trouvent dans les locaux de leur immeuble. Melvin remarque Frank et Marty et leur demande comment ils se sont retrouvés ici et s'ils ont trouvé des traces des personnes disparues. Selina remarque une mare de sang et devient très effrayée, criant fort d'horreur. Wa remarque les vêtements ensanglantés, se demandant à voix haute si les propriétaires ont dû être mangés. Selina s'accroche à Wa, lui disant qu'elle a très peur et qu'elle veut rentrer chez elle. Wa dit à Frank qu'ils le suivront, mais il regarde attentivement son téléphone. Frank lève les yeux du minuteur et dit à tout le monde que le moment est venu. Wa et Selina ne le comprennent pas, lui demandant à nouveau quel est le moment venu. Soudain, les cheveux noirs de l'infirmière, comme de l'huile, que Frank connaissait déjà, commencent à pendre derrière eux. Wa et Selina se retournent et remarquent une infirmière qui rampe rapidement le long du plafond. Sans y réfléchir à deux fois, l'infirmière saute du plafond au sol, à côté de Selina et Wa. En s'enfuyant, Wa pousse Selina et elle lui demande de l'aide, tenant sa veste d'un air suppliant. Cependant, Wa jette Selina, le forçant à lâcher prise, et s'enfuit devant le reste du groupe. Selina demande à Wa de ne pas la quitter, mais l'infirmière plane déjà au-dessus d'elle. Selina tend la main à Frank et Marty, appelant à l'aide, mais les personnages principaux ne font rien, regardant l'infirmière tenir un scalpel sur la gorge de Selina. Tombée sur Selina, l'infirmière décide de ne pas torturer la pauvre fille et lui donne une mort rapide, la tuant d'un seul coup. Cependant, dès que Selina ne donne plus signe de vie, l'infirmière se laisse aller à ses élans de colère et inflige des dizaines de coups sur son corps sans vie avec un scalpel. Frank remarque que l'infirmière ne s'intéresse pas à eux, mais continue de s'occuper du corps. Pendant ce temps, l'infirmière, après avoir assez joué avec un scalpel, commence à dévorer le corps de Selina. Frank se rend compte que le cannibalisme est un instinct et non un moyen de tuer ses victimes, et décide de rester et d'étudier mieux l'infirmière. Frank s'approche de l'infirmière et observe le comportement de son corps pendant le repas. Frank brandit son poing et frappe l'infirmière captivée à l'arrière de la tête de toutes ses forces. Sous le coup, le poing de Frank se brise en sang et l'infirmière fait comme si elle n'avait rien remarqué. Frank se rend compte que tous les monstres ont un tel pouvoir qu'une personne ne peut pas leur résister, donc la seule façon d'achever ces créatures est de devenir un espère. Frank continue de se tenir aux côtés de l'infirmière, disant à Marty qu'elle a une étrange façon de tuer, mais que pendant qu'elle mange la victime, elle est plus en sécurité. Marty dit à Frank qu'elle est déjà en train de finir sa nourriture, ce à quoi il répond que Selina a de gros seins, donc elle les mangera plus longtemps que les autres. Frank se souvient des mots selon lesquels pour gagner en force, vous devez laisser entrer une énergie surnaturelle dans votre âme. Frank cherche un endroit ouvert sur le corps de l'infirmière et remarque qu'une partie de sa cuisse est exposée. Frank frappe légèrement l'infirmière sur la cuisse, essayant de déterminer quel sera l'effet. Marty dit à Frank qu'il ne pouvait pas imaginer cela, même après les films pour adultes les plus pervers, lui recommandant de s'éloigner. Frank dit à Marty qu'il veut rester un peu plus longtemps et que s'il le souhaite, il peut partir maintenant. Marty réfléchit un moment, puis dit tout au diable et accepte de rester. Marty s'approche avec précaution de l'infirmière, absorbée par son repas, et s'assoit à côté de Frank. Marty pose également sa main sur la cuisse de l'infirmière, touchant doucement sa peau. Marty sent un rhume perçant venant de l'infirmière et demande à Frank s'il ressent quelque chose, ce à quoi il reçoit une réponse négative. Marty note qu'il n'aurait jamais cru que c'était la première fois qu'il touchait la cuisse d'une femme, disant qu'elle était douce. Frank dit à Marty qu'il leur reste 1 minute et demie et qu'ils doivent donc courir. Frank accède à l'application de minuterie et la règle sur exactement 1 minute et demie. Après cela, il s'enfuit en criant à Marty qu'il est temps de s'enfuir d'ici. Marty demande à Frank s'il est sûr que c'est la meilleure idée ou s'il est déjà venu ici. Cependant, après une fraction de seconde, l'infirmière rattrape nos héros et se déplace rapidement derrière eux le long du plafond. Frank essaie de comprendre pourquoi elle a changé de stratégie et découvre rapidement que Selina avait des implants mammaires. Cependant, au même moment, l'infirmière délivre un coup précis, coupant complètement la tête de Frank. Après s'être réveillé, Frank exprime l'espoir qu'il n'y aura pas de silicone au paradis et se retrouve à côté d'une infirmière qui termine Selina. Frank est surpris que la journée ne soit pas réinitialisée depuis le début, mais étant donné les erreurs du passé, il décide de ne pas hésiter. Il se souvient des implants de Selina, réalisant qu'il ne leur reste que très peu de temps. Il se lève et attrape la tête de Marty, disant qu'ils n'ont pas le temps pour ça, affirmant qu'elle finira bientôt son repas. Frank entraîne Marty dans les escaliers, lui disant de se dépêcher. Nos héros rattrapent Wa, qui panique et dit que des créatures d'un autre monde sont sur le point de les rattraper. Frank saute dans un escalier, dépassant tous les autres évadés. Marty demande aux autres pourquoi ils courent si lentement, ce à quoi ils lui répondent qu'ils ont déjà descendu 20 étages. Marty se dispute avec la foule, disant qu'ils n'en ont perdu que 3 et les ont déjà rattrapés. Wa regarde autour de lui et commence à paniquer, disant qu'ils sont définitivement dans les murs. Il explique ses propos en disant que les êtres d'un autre monde peuvent créer des illusions. Selon lui, un jour, une personne tombée dans ce piège était condamnée à y être emprisonnée pour le reste de ses jours.
Frank écoute attentivement les paroles de Wa et commence à chercher des solutions, en fouillant dans ses poches. Il invite chacun à jeter certaines de ses affaires pour laisser une trace. Les employés fouillent dans leurs poches et jettent leurs articles ménagers dans les escaliers. Frank, Wa et Marty se précipitent en avant, descendent les escaliers, quand soudain Frank s'arrête. Marty s'approche de Frank, lui demande ce qui s'est passé et remarque les choses que le groupe a laissées derrière lui plus tôt. Les employés commencent à paniquer, reconnaissent leurs affaires et ne comprennent pas quoi faire ensuite. Frank s'approche de l'un des objets abandonnés et commence à l'examiner, tandis que Wa prévient tout le monde que c'est une illusion. Il clarifie sa supposition en disant que les experts peuvent voir toutes ces illusions, contrairement aux gens ordinaires. Wa commence à prier, disant qu'il veut manifester les pouvoirs de l'expert avant sa mort afin de gagner le respect de sa famille. Les employés tentent d'imiter Wa tandis que Frank décide de passer à des choses plus utiles. Frank rappelle que l'ancien plan de l'hôpital ne comportait pas d'ascenseur, mais qu'il y avait un escalier qui pouvait être conservé dans la configuration actuelle. Wa remarque Frank partir et le suit dans les escaliers, lui demandant où il va, ce à quoi il répond qu'il préfère chercher une issue plutôt que de prier, perdant ainsi un temps précieux. Wa pense que Frank agit calmement, comme un boa constrictor, depuis le tout début. Il commence à se demander comment Frank et Marty ont passé autant de temps avec l'infirmière et sont quand même revenus vivants, mais il ne trouve aucune réponse raisonnable. Frank, quant à lui, s'approche des murs, essayant de trouver des indices. En parcourant dans sa tête l'agencement du bâtiment, il compte les étages, à la recherche d'une porte salvatrice. Soudain, la main de Frank heurte du métal froid et il se fige sur place. En se concentrant, Frank révèle une lourde porte en métal dans le mur. Wa court immédiatement vers Frank, le repoussant, se réjouissant de la découverte. Cependant, personne à part Frank ne peut remarquer la poignée de porte, alors il s'en approche à nouveau et la tourne lentement sur le côté. La poignée de porte clique et la lourde porte en métal s'ouvre lourdement. Un couloir s'ouvre devant les survivants, dans lequel règne un mystérieux inconnu et des ténèbres plus noires que la mort. Wa repousse Frank et court joyeusement dans l'obscurité en criant qu'il est sauvé. Les employés effrayés le suivent, sans prêter attention à Frank debout. L'un des employés passe la tête dans le dos de Frank et Marty et demande pourquoi il reste immobile. Ce à quoi Frank note mentalement qu'il ne veut pas être le dernier lorsque l'infirmière repart à chasse. Wa arrête soudainement les autres survivants et il s'arrête net et se fige. Sous leurs yeux, déjà peu à peu habitués à l'obscurité, une fourchette apparaît sans aucun signe. Les employés se parent, s'invitent à aller vérifier l'une des options, mais personne ne décide d'entrer dans le noir. Frank rejoint doucement la foule et commence à regarder autour de lui pendant que les autres chuchotent en le regardant. La foule commence à demander à Frank quel chemin il empruntera, ajoutant que s'il trouvait cette porte, il trouverait une issue. Certains employés n'en peuvent plus et se mettent à crier, disant à Frank de ne pas prendre d'air et de lui dire où aller. Cependant, Frank répond indifféremment qu'il ne se soucie pas d'eux et qu'il ne s'inquiète pas particulièrement pour l'infirmière. Frank ajoute mentalement que pour lui, ce ne sont que de la viande. Il avance lentement dans le couloir de droite, pensant mentalement qu'à ce moment-là, l'infirmière est invincible. De son raisonnement, il s'ensuit que pour s'en sortir, quelqu'un devra certainement se sacrifier. Après un certain temps, le bruit des membres se déplaçant rapidement à travers le plafond commence à atteindre clairement les survivants, les forçant à s'enfuir immédiatement. Frank note que l'infirmière est déjà là et qu'elle émerge de l'obscurité, poursuivant rapidement Melvin. L'infirmière se rapproche de plus en plus des survivants, choisissant comme cible le plus lent d'entre eux. Le dernier à s'échapper est Melvin, alors il décide de recourir aux actions les plus pathétiques. Ayant repris les forces, il attrape son collègue par le col et le jette au sol derrière lui, le laissant mis en pièces par l'infirmière. Le malheureux n'a que le temps de crier le nom de Melvin et au même instant l'infirmière lui coupe la tête d'un coup bien chronométré. Frank remarque cet acte, notant la rapidité avec laquelle l'humanité est tombée dans une telle situation, se demandant mentalement s'il y a une différence entre Melvin et l'infirmière après son acte. L'infirmière recommence à découper et à dévorer le corps de l'homme assassiné, alors Frank s'approche calmement d'elle. Marty cherche Frank parmi les fuyards et se retourne, encore une fois surpris par ce qu'il voit. Frank s'assoit à nouveau à côté de l'infirmière, touchant et serrant lentement sa cuisse et ses mollets, essayant de comprendre comment acquérir des pouvoirs surnaturels. Marty s'assoit à nouveau à côté de Frank, lui demandant la permission de toucher les cuisses du monstre. Après un accord silencieux, Marty commence à pâter avidement les pieds de l'infirmière, disant que sa peau est comme du cristal. Frank rit mentalement de la journée étrange que nous vivons, après quoi il s'éloigne, et il demande déjà à Marty à voix haute s'il a peur que l'infirmière l'ait tué à ce moment-là. Marty répond que même si les chances de mourir sont grandes, il survivra très probablement avec Frank. Pendant ce temps, tous les survivants arrivent au réfectoire et Wa dit que les réfectoires ont toujours une sortie de secours. Melvin s'approche de Wa, lui demandant où se trouve la sortie, ce à quoi il répond qu'il la trouvera bientôt, mais un de ses collègues le devance, courant jusqu'à la porte en bois. Wa arrête son collègue en lui disant qu'il ira enquêter en premier,
se réjouissant en fait d'être le premier à s'échapper, laissant les autres derrière lui. Un autre couloir apparaît devant Hua, qui a ouvert la porte, et le reste des survivants. Au fur et à mesure qu'ils le parcourent, Frank constate que l'atmosphère oppressante commence à retomber de plus en plus sur leurs épaules. Après être allé jusqu'au bout et avoir ouvert la porte précieuse, chacun découvre qu'il se trouve dans une impasse dont il n'y a aucune issue. Frank comprend qu'il aurait dû choisir le couloir de gauche à la bifurcation et estime combien de personnes supplémentaires doivent mourir pour y arriver à temps. Il comprend qu'il n'a pas le temps de revenir et qu'une partie considérable ne pourra pas s'échapper. S'éloignant des autres, il est agacé de ne pas pouvoir retourner seul vers l'infirmière. La foule commence à reprocher à Frank de les avoir conduits dans une impasse, faisant apparaître un sourire sombre sur son visage. Marty fait honte à la foule en disant aux survivants qu'ils ont eux-mêmes demandé à Frank de faire un choix, et maintenant il lui reproche tous les problèmes. Melvin dit qu'il faisait confiance au choix de Frank, mais ne s'attendait pas à ce qu'il soit mauvais. Il ajoute que Frank a non seulement violé leur confiance, mais a également conduit à une mort certaine. Ou a distrait tout le monde de la querelle en disant que le monstre n'attaque qu'une seule personne à la fois, ils ont donc quelques minutes entre les attaques. Selon lui, il faut choisir une victime et tenter de s'échapper, après quoi Hua pousse Frank en disant qu'il devrait être cette victime. Marty crie après Hua, lui demandant ce qu'il fait et exigeant qu'il le laisse partir. L'un des employés propose à Melvin d'aider Frank, mais il l'arrête. Marty capture Hua, l'empêchant de retenir Frank en lui criant dessus. Hua maudit Marty et appelle Melvin à l'aide, qui court immédiatement à son secours. Melvin s'appuie sur Marty, l'éloignant de force de Hua et le jetant au sol. Marty traite Hua de racaille tandis que Melvin le plaque au sol, l'empêchant de se libérer. Leur combat et leur querelle sont interrompus par le coup bruyant d'une porte métallique au bout du couloir. La foule essaie de découvrir qui a fermé la porte, mais Frank est de l'autre côté de la porte. Hua, Melvin, Marty et l'un des employés le regardent, médusés, tandis que l'employé, fermant les yeux, se convainc de ne pas regarder ce qui va se passer. Frank dit qu'il a toujours pensé qu'il ne pouvait pas montrer de sentiments pour les gens, mais il ne soupçonnait pas que ces monstres seraient si intéressants. Frank remercie les survivants d'avoir éveillé son intérêt pour les créatures, promettant que la prochaine fois, les choses seront différentes. Il dit qu'il les remerciera pour tout et à ce moment précis l'infirmière lui explose la tête d'un coup de scalpel. Les survivants défoncent la porte et sortent en courant du couloir alors que l'infirmière commence à s'embêter avec Frank. Marty pleure et court vers le cadavre de Frank, disant qu'il ne le quittera jamais. Hua s'enfuit et décide de regarder en arrière, après quoi il se fige sur place avec horreur. Marty tient la tête coupée de Frank, qui, dans son dernier souffle, sourit et dit à tout le monde d'attendre son retour. Frank voyage dans le temps jusqu'au moment où il a touché pour la première fois les cuisses de l'infirmière. Il prend Marty par l'épaule et dit qu'il doit courir parce qu'il n'a plus le temps, répondant à la question silencieuse par une phrase sur les implants. Frank se met rapidement à courir, réfléchissant à son plan d'action, et rattrape les employés qui montent les escaliers en courant. De la manière habituelle, Frank saute plusieurs étages et se retrouve devant le reste du groupe. Frank commence immédiatement à descendre plus bas, sans prêter attention aux survivants surpris, tandis que Marty leur pose à nouveau la question de savoir pourquoi il court si lentement. Tandis que la foule répète à nouveau la même chose, Frank continue de descendre en décomptant les étages. Ayant trouvé le bon endroit, il révèle à nouveau la porte métallique et l'ouvre immédiatement. Hua et Marty sont surpris de la rapidité avec laquelle Frank a trouvé un moyen de sortir de cette situation et le suivent. Le groupe arrive à nouveau à un carrefour et Hua dit à Frank qu'il le suivra. Il ajoute qu'il donnera 5 millions à Frank s'il le fait sortir d'ici. Frank regarde le chronomètre, réalisant qu'il reste 1 minute, et dit à Hua qu'il a encore du travail à faire ici. Hua demande à Frank quelles sont ses affaires, mais Frank l'interrompt avec un coup de pied à l'aine. Hua se tord de douleur et tombe à genoux alors que Frank se moque de lui d'un air moqueur. Hua siffle vers Frank, lui disant qu'il répondra de cela, se tordant de douleur insupportable. Melvin demande à Frank pourquoi il a fait cela, ce à quoi Frank répond que le monstre est si rapide qu'il lui faudrait moins d'1 minute pour les tuer, alors il leur a rendu service en sacrifiant Hua. Melvin, Marty et un autre employé réfléchissent à l'idée, et tout le monde sauf Melvin est d'accord avec lui. Cependant, Frank n'avait pas l'intention d'ignorer les actions passées de Melvin et le frappe également à l'aine. Le visage de Melvin se tord en une grimace de douleur atroce et il tombe également au sol. Frank regarde Melvin, l'informant sombrement qu'il doit mourir. L'employé demande à Frank pourquoi il a fait éclater les ballons de Melvin et Hua, car c'est suffisant pour ça. Frank décide de ne pas rentrer dans les détails et dit qu'il a fait juste au cas où. Marty est encouragé par le comportement de Frank, disant qu'il est le plus cool. Certains employés commencent à chuchoter, se demandant ce qu'ils devraient faire s'ils racontent encore des bêtises. Pendant ce temps, Frank avance et dit que s'ils vont à droite, ils mourront et que s'ils choisissent le couloir de gauche, ils vivront. Les employés demandent à Frank pourquoi il ne prend pas d'abord le chemin de gauche. Frank répond que tout le monde a 10 secondes pour s'échapper pendant qu'il pétrit la cuisse de l'infirmière. Les salariés sont surpris par cette réponse, mais Marty, au contraire,
se réjouit de cette nouvelle et se rapproche de lui, exprime le désir de rester. Après un certain temps, l'infirmière réapparaît de l'obscurité, à la recherche d'une nouvelle victime. Les derniers retardataires la fuient plus loin dans le couloir, la cachant dans l'obscurité totale. Se précipitant après eux, l'infirmière tombe sur Wa et Melvin allongés sur le sol et Frank debout à côté d'eux. Wa dit à voix haute qu'il est devenu humide ici, sentant une sorte de liquide sur lui et regardant sa main couverte du sang de quelqu'un d'autre. Réalisant le désespoir de sa situation, Wa essaie d'attraper la jambe de Frank, le maudissant. Cependant, Frank empêche Wa de l'attraper et lui marche sur la main, le forçant à tomber au sol. Frank s'assoit sur ses genoux, sans retirer son pied de la main de Wa, lui disant qu'il ne va nulle part et qu'il restera ici. Frank ajoute qu'il sera heureux de voir Wa mourir, regardant avec indifférence l'infirmière qui s'attaque à lui. Wa parvient seulement à pousser un léger cri avant que l'infirmière ne lui brise le cou d'un mouvement adroit. Frank regarde l'infirmière arracher la tête de Wa à main nue et être éclaboussée par une fontaine de sang. Frank savoure le goût de la mort, lissant ses cheveux et appréciant la façon dont l'infirmière découpe le corps de Wa. Le cœur de Frank commence à lui faire mal et il se souvient de sa femme, espérant qu'un jour elle mourra dans ses bras. Frank s'assoit à nouveau à côté de l'infirmière, plaçant ses mains sur ses hanches tout en continuant d'essayer de ressentir sa force. Les employés semblent abasourdis par le comportement de Frank, se disant qu'ils ne croient pas qu'il se soit vraiment assis pour pâter le monstre. Frank regarde Marty, se rappelant à quel point il voulait désespérément choisir avec lui et ne l'avait abandonné dans aucune situation. Frank se lève et fait signe à Marty de le rejoindre, mais aux autres, il apparaît sous une forme plutôt effrayante. Les employés s'enfuient, le traitant de monstre effrayant, et Marty reste debout, figé dans la peur. Frank sort de sa transe inquiétante et dégrise son esprit, remarquant qu'apparemment, après 20 morts, son esprit commence à devenir trouble. Selon son raisonnement, il a complètement cessé de ressentir de l'empathie pour les gens. Frank regarde Marty, réalisant qu'il est peu probable qu'il retrouve son humanité, mais pour Marty, ce n'est pas encore fini. Marty dit qu'il est un perdant issu d'une famille ordinaire et que de tous les autres, seul Frank est devenu son ami. Il se rapproche de Frank et déclare avec confiance qu'il lui fait confiance et qu'il restera avec lui. Marty ajoute également que Frank a l'air d'être devenu une sorte d'animal, auquel Frank ne répond que par un triste silence. Enjambant la tête coupée de Wa, Marty s'assoit à côté de Frank et touche à nouveau sa cuisse. Les héros continuent d'étudier la hanche du monstre, quand soudain Marty demande à Frank pourquoi il a attaqué Wa. Frank lui dit que cette créature court beaucoup plus vite que les gens, donc quand il devait sacrifier quelqu'un pour gagner du temps, tout le monde choisirait probablement Frank et Marty, parce qu'ils ne se soucient pas d'eux. Soudain, Frank sent une petite étincelle d'énergie étrange passer de l'infirmière à lui. Frank retire sa main, demandant à Marty de s'arrêter un instant. Le personnage principal demande à Marty s'il a senti ce froid lui transpercer tout le corps. Marty répond par la négative, mais Frank ressent à nouveau la même chose, disant que ce n'était pas son imagination. Frank sent l'énergie de l'infirmière pénétrer en lui selon un flux toujours croissant. Il se concentre, ferme les yeux et sent ses ondes d'énergie se synchroniser avec l'aura de l'infirmière. Frank soupçonne mentalement que tout cela est un présage du réveil de la force. Frank se tourne vers Marty et remarque qu'il est trop emporté par la jambe de la femme, oubliant complètement à qui elle appartient. Marty invite Frank à partir, mais il s'y oppose, disant qu'il a senti un point de concentration d'énergie. Pendant ce temps, Melvin tente de s'échapper en s'éloignant lentement de l'infirmière qui dévore le corps de Wa. Marty dit à Frank qu'il ressent également le point de concentration, mais ne peut pas le matérialiser. L'infirmière tourne son attention vers Melvin, commençant à lui arracher les membres. Après l'avoir achevé, elle recommence à préparer le repas, léchant la tête sans vie de Melvin. Frank dit que comme Melvin est très gros, ils ont encore un peu de temps avant de devoir sortir d'ici. Frank se concentre à nouveau sur l'énergie de l'infirmière et permet aux forces d'un autre monde de le pénétrer lentement. Frank sent le pouvoir de l'infirmière l'envelopper, traverser tout son corps. Le pouvoir remplit son cœur, pénètre dans son âme et Frank se rend compte que l'âme elle-même est amorphe, mais il peut lui donner forme. Concentrant toutes ses forces spirituelles, il forme dans son esprit l'image d'une épée tranchante qui, au bout d'une seconde, se dissout dans l'air. Une seconde plus tard, quelque chose transperce la conscience de Frank, s'enfonçant profondément dans les profondeurs de son subconscient. Devant les yeux de Frank apparaît une jolie boule rouge dans laquelle l'énergie est emprisonnée, et il suppose qu'il s'agit de son âme, souillée par des forces d'un autre monde. Le corps entier de Frank résonne avec son cœur, le remplissant d'une force incroyable. Frank se rend compte que ses sens du toucher, de l'odorat et de l'ouïe ont augmenté de façon exponentielle. Le personnage principal se sent beaucoup plus intelligent et plus fort que d'habitude, surpris de la rapidité avec laquelle cela s'est produit. La véritable essence de ce monde apparaît à Frank et il se plonge dans sa réflexion. Il note qu'il a l'impression que son pouvoir n'a réveillé que 1%. Selon le personnage principal, à l'avenir, il devra fusionner plus d'une fois avec ces monstres afin d'acquérir tout leur pouvoir. Frank se souvient que le pouvoir d'un espère est une manifestation de l'âme, donc ses désirs s'y manifesteront.
Frank se demande ce que veut son âme, et son cœur est transpercé par des décharges de douleur brûlante. Frank sent que dès qu'il frappe, une douleur intense le traverse. Frank se souvient qu'en mourant, il n'a pas ressenti de douleur physique, mais a connu un tourment mental exceptionnel. Frank éclate de rire, imaginant à quel point ce serait merveilleux de faire ressentir la même chose à ces monstres. Cependant, ses pensées se tournent immédiatement vers l'objet principal de sa haine, sa précieuse épouse. Frank est plongé dans de doux fantasmes de vengeance et est complètement incapable d'entendre quoi que ce soit autour de lui. Cependant, à un moment donné, son audition revient et il entend Marty lui crier dessus. L'ami du personnage principal dit que 2 minutes se sont écoulées et qu'il doit sortir. Frank lui dit qu'il restera sur place pour essayer ses nouvelles capacités, ce à quoi Marty hoche simplement la tête avec approbation et reste avec lui. Frank s'approche silencieusement et lentement de l'infirmière, qui est absorbée par le fait de manger Melvin. Serrant plus fort le poing, il y concentre toute la douleur après 21 morts. Alors que Frank s'approche du monstre, il pense que s'il continue à mourir de plus en plus, il ne fera que devenir plus fort. Frank conclut que ses capacités sont illimitées, grâce à des résurrections sans fin. S'approchant suffisamment et concentrant toutes ses forces, Frank assène un coup puissant, criant au monstre qu'il sera le premier à ressentir toute sa douleur. Le poing atteint avec succès le front de l'infirmière, lui coupant sans pitié la peau. Sous la force du coup, l'infirmière recule de plusieurs mètres, perdant son précieux scalpel. Frank décide de se rapprocher, testant l'effet du coup, se rappelant qu'il n'a utilisé que 1% de sa force. Cependant, l'infirmière, comme si de rien n'était, recommence à manger Melvin, ne montrant aucun intérêt pour Frank. Frank l'examine et ne trouve aucun signe de son coup, suggérant qu'elle a mis toute son énergie dans la défense. Marty invite Frank à courir, mais il ne l'entend pas, plongé dans ses réflexions sur ce qui pourrait nuire à cette créature. Frank remarque son scalpel à proximité, qui dégage une aura inquiétante. Le personnage principal sourit, décidant de faire une nouvelle tentative pour tuer l'infirmière. Frank se penche et ramasse un scalpel, vers lequel affluent immédiatement des tentacules d'ombre. Dès que Frank le soulève du sol, l'énergie sombre du scalpel pénètre dans son corps, remplissant son esprit d'éclairs de la vie de quelqu'un d'autre. Frank voit tous les cauchemars créés par cette infirmière, effectuant de terribles expériences sur les gens. Le personnage principal comprend qu'à la fin, elle n'a pas pu supporter ce cauchemar et s'est transformée en monstre. D'après l'hypothèse de Frank, le véritable pouvoir de l'infirmière réside précisément dans ce scalpel. Après avoir absorbé son pouvoir et fait face aux images émergentes, Frank se demande s'il peut la traiter en utilisant son propre scalpel. Frank s'approche de Marty, qui est à nouveau collé à la cuisse de la créature d'un autre monde, et lui demande de s'écarter. S'approchant rapidement du monstre, Frank délivre un coup précis avec un scalpel tranchant comme un rasoir. Le scalpel siffle dans l'air et touche le cou non protégé de l'infirmière. Frank est perplexe que le coup n'ait eu aucun effet et y regarde de plus près. Marty s'approche de l'infirmière et baisse son col, disant que sa pointe coupe les gens, mais ne lui laisse pas d'égratignure sur le cou. Frank essaie de comprendre pourquoi un scalpel capable de couper n'importe qui n'a eu aucun effet. Sans y réfléchir à 2 fois, Frank arrive à la conclusion que tout dépend de l'esprit de l'hôte. À son avis, le scalpel devrait être alimenté par la force spirituelle du propriétaire, mais maintenant sa force est épuisée. Frank conclut avec agacement qu'il ne pourra pas se venger pour le moment. Frank part en courant, attrapant Marty par le col et lui criant qu'il ne reste plus de temps et qu'il est temps de s'enfuir. L'infirmière termine son repas et regarde autour d'elle avec inquiétude, à la recherche de son scalpel. Frank et Marty, s'éloignant de l'infirmière, se retrouvent dans une pièce au haut plafond, regardant autour d'eux. Frank, utilisant ses sens aiguisés, sent une présence extraterrestre dans la pièce. Les étrangers se révèlent être les employés survivants, et Frank note mentalement qu'ils étaient bien cachés. Marty regarde autour de lui et remarque 4 portes, demandant à Frank de laquelle ils ont besoin. Les employés survivants apparaissent et sont heureux que Frank et Marty vont bien et demandent leur aide. Marty gronde les survivants, disant qu'ils ne sont capables que de courir, mais qu'ils attendent toujours les instructions de Frank. Frank considère toutes les options possibles et conclut que la solution dans cette situation est assez simple. Selon Frank, tout le monde devrait passer par l'une des portes. L'un des employés affirme que le temps presse et que le consacrer à vérifier chaque porte ne serait pas la meilleure solution. Frank décide cependant de ne pas s'engager dans des discussions inutiles et les invite à faire ce qu'ils veulent en sortant par l'une des portes. Quelques secondes plus tard, les bruits familiers d'une infirmière qui approche se font entendre dans le couloir et le personnel est étonné de la rapidité avec laquelle elle s'est occupée de 2 personnes. Frank devine mentalement que la raison de ce comportement étrange est le vol de son scalpel. Après avoir réfléchi un peu, Frank choisit une des portes et l'ouvre, invitant les autres à courir après lui. Derrière la porte se trouve un escalier familier et Frank monte en courant. Tout le monde essaie de suivre Frank, entendant l'infirmière dans la pièce voisine. Une fraction de seconde plus tard, l'infirmière fait tomber la lourde porte d'un coup viol, la faisant voler et grimper dans la pièce. Ignorant ceux qui sont à la traîne, l'infirmière,
comme le vent, rattrape tout le monde et se précipite en avant. Marty crie à Frank, l'avertissant du danger sur la droite. Frank tourne la tête, mais une infirmière l'attend sur le mur en criant avec son scalpel. Frank n'est pas à la hauteur de la vitesse et de l'agilité de l'infirmière, et elle lui saute facilement dessus, le faisant tomber. D'un mouvement rapide, l'infirmière se presse contre Frank et lui arrache la gorge avec ses dents acérées comme des rasoirs. En mourant, Frank regarde le visage effrayant de l'infirmière, réalisant que ce n'est pas le bon choix. De retour dans le passé, Frank décide de laisser Oa et Melvin se faire dévorer par l'infirmière. Il décide également de lui voler à nouveau son scalpel, profitant du penchant de l'infirmière pour le cannibalisme. Frank et Marty décident de ne pas attendre que l'infirmière mange et s'enfuit. Ayant atteint la sortie nord, Frank décide de se précipiter dans l'ascenseur en s'éloignant de l'infirmière. Cependant, l'infirmière recommence à le poursuivre et parvient à le remarquer dans l'ascenseur. Elle parvient à passer sa main à travers les portes de l'ascenseur, les empêchant de se fermer, et s'occupe à nouveau facilement de Frank. Lors de sa prochaine tentative, Frank décide de tenter la sortie sud, volant également le scalpel de l'infirmière. Cependant, il subit un autre revers puisque l'infirmière le rattrape rapidement. Frank conclut que sa seule option est la sortie en espérant que ce ne sera pas une impasse. Frank se rend compte que l'infirmière le bête en vitesse, mais il peut utiliser ses renaissances pour prédire ses actions. Il note qu'il devra mémoriser non seulement ses mouvements, mais aussi le terrain. Après avoir bien regardé autour de lui, Frank trouve une sortie de secours et se souvient du chemin qui y mène. Cependant, dès qu'il s'éloigne de la sortie de secours, l'infirmière lui attrape le cou avec ses cheveux. Mort de ses mains pour la 9e fois, Frank élabore un plan d'action, espérant que cette fois tout s'arrangera. Après sa renaissance, Frank montre indubitablement le chemin à ses compagnons. Cette fois, l'infirmière poursuit Frank exclusivement, sans prêter attention aux autres. Le monstre se précipite sur Frank, mais ses griffes acérées ne font que couper l'air à côté de lui. L'infirmière regarde Frank avec surprise, mais il se contente de sourire en la regardant en face. L'infirmière fronce les sourcils, se préparant à la prochaine attaque, et Marty regarde ce qui s'est passé, ayant du mal à croire que Frank ait pu esquiver une telle attaque. Frank se retourne et commence à s'enfuir, provoquant encore plus la colère de l'infirmière, qui crie et lance une autre attaque. Cependant, Frank parvient à esquiver toutes les attaques de l'infirmière car il anticipe tous ses mouvements. L'infirmière entre en frénésie et saute du plafond au sol pour pouvoir facilement frapper Frank. Frank est fier de pouvoir cette fois prédire ses mouvements et continue de s'enfuir. Après avoir esquivé une autre attaque, Frank lève les yeux et voit que l'infirmière vole déjà au-dessus de lui. Cependant, grâce à ses qualités physiques améliorées, il esquive à nouveau l'attaque grâce à un jet de roulis. Au moment où l'infirmière atterrit au sol, Frank est déjà debout. L'infirmière crie à Frank de se laisser tuer et se met à nouveau en colère. Pendant ce temps, Frank trouve enfin une porte d'où émane une aura de sécurité et se rend compte que c'est la sortie. Frank se précipite vers la sortie et l'infirmière, ignorant complètement les survivants abasourdis, tente de le rattraper. Marty regarde ce qui se passe et comprend avec chaleur au cœur que Frank est un véritable espère. Frank court vers la porte, pensant qu'il a enfin trouvé une véritable issue. En se retournant, il constate que l'infirmière ne le suit pas, mais ne fait que l'observer, n'osant pas s'approcher de la zone recouverte d'une douce lumière verte. Comme un chat, l'infirmière bouge sa main d'avant en arrière, demandant à Frank de ne pas partir. Comprenant que la proie est perdue, la nourrice se précipite sur Marty avec rage. Cependant, après avoir percuté Marty, l'infirmière disparaît instantanément, le faisant tomber au sol. L'ami du protagoniste ajuste ses lunettes et regarde autour de lui avec étonnement, ne comprenant pas où l'infirmière doit aller. Les employés posent les mêmes questions et recherchent Frank. Marty le trouve en premier et lui demande où est allé le monstre et comment il se sent. Frank répond que l'option la plus logique serait que l'infirmière se précipite vers la porte. Cependant, selon Frank, elle a immédiatement sauté hors du chemin lorsqu'elle est arrivée dans la zone de lumière de la porte. Frank suggère que derrière la porte se trouve peut-être un moyen de sortir de cet endroit, mais cela pourrait aussi signifier qu'il y ait des créatures pires qu'une infirmière qui se cachent derrière elle. En regardant par la fenêtre, Frank constate qu'il ne voit rien d'autre que l'obscurité totale. L'obscurité, selon Frank, rappelle beaucoup un abîme dans lequel il est très facile de disparaître. Les survivants sont heureux d'avoir trouvé une issue et demandent à Frank pourquoi il n'ouvre pas la porte. Frank se tourne vers les survivants, examine la situation de manière significative et leur dit qu'ils s'y rendront après un court repos. Marty dit que ces 10 minutes passées à échapper à la mort l'ont laissé terriblement fatigué. Les autres survivants suivent l'exemple de Frank et s'assoient brièvement pour reprendre des forces. Se préparant, Frank ouvre les yeux et se lève, disant aux autres de le suivre. Après avoir ouvert la porte, un groupe de survivants marche dans l'obscurité totale, essayant de trouver les murs au toucher. Tout le monde, sans exception, ressent une sorte d'aura menaçante et ressent la présence invisible d'une entité. Frank regarde tout le monde autour de lui, se préparant mentalement au fait qu'il ne reverra plus jamais aucun d'entre eux.
Au bout d'un couloir sombre, un groupe de survivants tombe sur une autre porte, derrière laquelle on aperçoit de petites lumières. Frank sent que quelque chose ne va pas, soupçonnant qu'un danger se cache derrière cette porte. Marty demande à Frank si ce chemin est sûr, ce à quoi il répond qu'ils n'ont pas le choix. Frank est le premier à franchir la porte et se retrouve dans un endroit étrange, se sentant très inhabituel. Contrairement aux attentes du protagoniste, malgré le sentiment d'une présence inquiétante, rien ne lui est encore arrivé. Frank essaie de crier quelque chose, mais n'entend même pas le son de sa voix. Frank note que tout le chemin est enveloppé d'une obscurité continue, il ne peut donc qu'avancer. Le personnage principal perd déjà la notion du temps, quand soudain un petit trou apparaît devant lui dans l'obscurité totale. Frank s'approche de la sortie et se retrouve juste devant les portes de l'académie. Ne croyant pas ce qui se passe, Frank regarde autour de lui, essayant de savoir s'il s'en est vraiment sorti. Cependant, l'illusion se dissipe bientôt et il se retrouve parmi un groupe de survivants qui se retrouvent dans le parc. Tous les collaborateurs regardent autour d'eux et se demandent joyeusement s'ils ont réussi à sortir de ce cauchemar. Marty demande à Frank s'ils peuvent les joindre ici, ce à quoi il répond par la négative, disant qu'ils sont toujours à l'hôpital. Soudain, une pensée inquiétante frappe Frank et il regarde à nouveau nerveusement autour de lui. Frank se rend compte qu'il ne voit pas l'hôpital psychiatrique, comme tous les habitants d'un autre monde. Marty s'approche de Frank et lui dit qu'il est très fatigué et qu'il veut rentrer chez lui. Il ajoute que quoi qu'il arrive, ils devront retourner au travail demain. Frank interroge Marty sur ses intentions et il lui répète qu'ils sont tous attendus au travail demain. Une pensée choquante transperce une fois de plus l'esprit anxieux de Frank. Frank se rend compte qu'il a perdu la capacité de voir tous les habitants d'un autre monde. Le personnage principal s'enfuit paniqué, attirant l'attention de Marty, qui lui demande où il va. Frank continue de regarder nerveusement autour de la ville et se rend compte que tout a disparu. Frank pense qu'il peut accepter que l'hôpital se soit évaporé et il s'en est sorti. Un problème bien plus important pour Frank est l'incapacité de se venger des créatures d'un autre monde, et en particulier de sa femme bien-aimée. Du point de vue de Frank, lui seul devrait tuer sa précieuse épouse. Quelque temps plus tard, Frank haile un taxi et rentre chez lui, assis agité sur la banquette arrière. Il marmonne qu'il ne pourrait pas disparaître, ajoutant que ce qui l'inquiète le plus est la disparition de sa femme. Le chauffeur informe Frank de leur arrivée et lui annonce la facture du voyage. Cependant, Frank ignore les paroles du conducteur et sort en courant de la voiture, ignorant ses cris. Frank court chez lui, monte les escaliers en courant, disant que n'importe qui dans ce monde peut disparaître. Arrivant enfin à la porte de son appartement, Frank complète sa pensée que seule sa femme ne peut pas disparaître. Frank appelle son amant alors qu'il ouvre la porte, pour trouver un appartement vide. Ne trouvant pas sa femme à la maison, Frank tombe épuisé par terre, écrasé par ses émotions. Frank dit à voix haute que sa femme peut le tuer autant de fois qu'elle le souhaite, mais qu'elle ne pourra pas le ramener à une vie normale. Il se lève fatigué, l'air perdu à ses pieds et commence à errer dans son appartement. Il se souvient que sa femme et sa nourrice l'ont humilié plus d'une douzaine de fois et que seule leur haine l'a soutenu pendant tout ce temps. Frank jure qu'il trouvera un moyen de se venger et de leur faire ressentir toutes les souffrances qu'il a vécues. Cependant, leur disparition laisse une marque irréparable dans l'âme de Frank, puisqu'il ne pourra plus combler le vide en lui-même. Frank ouvre les yeux sans vie, ne comprenant pas pourquoi il doit maintenant vivre. Il se tourne sur le côté et reçoit un appel entrant lui annonçant que l'académie a brûlé hier. Frank se lève immédiatement et regarde le dernier programme d'information sur son téléphone. Le programme raconte qu'hier à 7 heures du soir, il y a eu un incendie incontrôlé à l'académie et dresse la liste des morts, parmi lesquels figure le nom de Frank. Frank éclate d'un rire maniaque, disant que son esprit s'emballe à l'idée que lui aussi est mort. Du point de vue de Frank, cela signifie que tout n'est pas perdu, ce qui signifie qu'il sait que ce n'est qu'un autre stratagème. Très vite, ses pensées se tournent vers sa femme bien-aimée et il se retrouve de nouveau de bonne humeur. Frank regarde le plafond et promet qu'il reverra bientôt sa femme. Les pensées de Frank sont interrompues par une nuée de messages de Melvin, chacun contenant le même texte sur son arrivée immédiate au travail. Frank regarde le flot de ces messages et se remet à rire bruyamment. Frank pose une question en plaisantant sur la raison pour laquelle les morts l'appellent au travail et, cependant, assez rapidement, le flux de messages s'arrête et des hiéroglyphes sanglants apparaissent sur le smartphone. Une fraction de seconde plus tard, un petit esprit rouge en forme d'œil humain surgit du téléphone. L'esprit exige que Frank se mette immédiatement au travail, mais le personnage principal l'attrape avec la main. Frank loue la créativité de l'esprit, mais demande de ne pas casser son téléphone, sinon il l'écraserait. L'œil s'évapore dans les mains de Frank et il se rend compte que ce n'était qu'une autre illusion. Frank met le téléphone dans sa poche et sort chercher son vélo pour aller travailler. Arrivé sur le lieu de travail, Frank examine les vestiges du bâtiment, essayant de comprendre où il peut trouver des indices. Frank conclut que le bâtiment a entièrement brûlé, mais certaines informations peuvent encore être glanées. En entrant dans la pièce principale, Frank rencontre tous les employés répertoriés comme morts. Selina court vers lui la première, lui disant qu'il est arrivé très tôt aujourd'hui. Soudain,
Frank décide de toucher les seins de Célina et lui demande si sa taille est réelle, ce à quoi elle lui demande seulement par flirt d'arrêter. S'éloignant de Célina, Frank monte les escaliers et rencontre Marty, qui le salue anxieusement. Frank rend le salut et demande calmement à Marty où se trouve Melvin. Marty donne des instructions à Frank, disant que Melvin est maintenant dans son bureau. Frank note que tout le monde ici a l'air trop vivant pour les morts, se demandant ce qui s'est réellement passé ici. En entrant dans le bureau de Melvin, Frank est confronté à un torrent d'insultes et de questions sur les raisons pour lesquelles il est arrivé si tard. Cependant, le personnage principal ignore les attaques dans sa direction, demandant à Melvin où se trouve son bonus. Melvin est surpris que Frank ait le culot de parler du bonus, ce à quoi le personnage principal dit que Melvin l'ennuie même depuis l'autre monde. Les yeux de Frank deviennent injectés de sang et il commence à crier à Frank qu'il ne devrait pas lui parler comme ça. Selon Melvin, il est le plus vivant, malgré les espoirs de Frank. Cependant, le flot d'injures sortant de la bouche de Melvin est brusquement interrompu par un coup précis de scalpel. Frank tranche la gorge de Melvin et le pousse en avant, regardant son corps volumineux tomber au sol. Frank regarde avec contentement Melvin qui se tord, lui disant qu'il est déjà mort. Soudain, Frank remarque que tous les employés se sont levés de leur travail et sont tombés dans une sorte de transe. Frank s'approche de Marty et agite sa main devant ses yeux, essayant de le ramener à la raison. Cependant, le visage de Marty commence à se déformer juste devant les yeux de Frank, et ses yeux commencent à sortir de leurs orbites. Frank regarde calmement, demandant ce qui reste de Marty s'il a terminé sa transformation. Frank prend son fidèle scalpel et dit qu'il mettra fin à cette folie. Frank se précipite dans la bataille, infligeant rapidement des coups fatals à tout le personnel modifié. Frank regarde avec lassitude toutes les créatures mortes, leur demandant ce qu'elles diraient à l'avance lorsqu'elles en auront assez. Les créatures redeviennent des employés, remplissant toute la pièce de leur sang. Soudain, le bâtiment tout entier s'effondre, et avec lui l'illusion qui tente de tromper Frank depuis tout ce temps. Frank reprend ses esprits quelque part au milieu du couloir, voyant devant lui Marty et d'autres survivants, tourmentés par des cauchemars. Soudain, le couloir commence à vibrer violemment et l'obscurité s'abat à nouveau sur Frank. Le couloir est transformé en un couloir d'école ordinaire. Cependant, quelques secondes plus tard, une énergie sombre commence à en sortir. Très vite, cette énergie se transforme en quelque chose en lévitation qui regarde Frank avec de nombreux yeux. La créature demande à Frank comment il peut voir à travers les illusions, ce à quoi Frank répond que les illusions étaient impossibles à distinguer de la réalité. Cependant, du point de vue de Frank, la créature n'a pas pris en compte les sensations tactiles, et c'est précisément ce qui l'a trahi. La créature demande à Frank pourquoi il n'a pas peur de lui, ce à quoi il répond que se fier uniquement à sa peur de la mort était une erreur. Frank ajoute qu'à travers toute leur astuce pour lui faire peur, ils ont allumé en lui un feu qui pourrait détruire toutes ses illusions. La créature examine attentivement Frank, disant qu'elle se souviendra de lui, l'appelant intrépide. Frank note que c'est cette créature qui a tellement effrayé l'infirmière, estimant que l'infirmière et l'hôpital tout entier sont l'une des illusions les plus faibles. Même si ces êtres peuvent transformer les gens, ils ne peuvent pas le faire partout. Frank s'approche de Marty se tordant et se souvient de ses paroles touchantes selon lesquelles il le suivra quoi qu'il arrive. Après avoir pesé le pour et le contre, Frank prend un scalpel et se tranche la gorge pour remonter le temps. Frank revient au moment où il venait d'ouvrir la porte de sortie. Il suggère que le manque de sommeil est le moyen le plus sûr de surmonter l'illusion. Cependant, dans la pratique, cette décision n'a pas aidé Frank, et il se retrouve également dans le parc, avec tout le monde. Frank décide de réessayer, se coupant à nouveau la gorge avec un scalpel médical. Se retrouvant devant la porte, Frank se rend compte qu'ils devront inévitablement se rendre dans le monde illusoire. Frank tente d'expliquer à tous ce qui les attend derrière cette porte, disant qu'ils devront rester forts et ne pas céder aux illusions. Frank pose sa main sur l'épaule de Marty, déclarant que lui seul peut sauver tout le monde. Il ajoute que Marty pourra toucher Célina dès qu'ils sortiront d'ici. Marty rougit et demande à Frank de ne pas lui faire pression avec des déclarations aussi fortes. Cependant, malgré tous les discours motivants, personne, à l'exception de Frank, n'a pu surmonter sa peur des illusions. Frank convainc que chacun voit sa propre illusion et que chacun ne peut se sortir du sommeil que par lui-même. Cependant, Frank réveillera toujours Marty en l'appelant par son nom. Après plusieurs tentatives, Frank frappe Marty avec sa paume pour tenter de le réveiller avec force. Convaincu qu'un simple coup ne produit aucun résultat, Frank décide de réessayer quelques dizaines de fois supplémentaires. Après qu'un coup à l'aine n'ait eu aucun effet, Frank a décidé d'élaborer un autre plan. Frank finit par essayer cette dernière méthode et enfonce un scalpel dans la jambe de Marty. Cependant, Marty ne fait que se tordre de douleur en réponse, après quoi il meurt subitement. Frank essaie de trouver un moyen de sauver Marty et se perd dans ses pensées. Après un certain temps, un nouveau plan lui vient à l'esprit et il exprime l'espoir que cette fois tout se passera bien. Après avoir remonté le temps, Frank se retrouve dans le même couloir, mais Marty parle désormais de ses rêves érotiques. Le groupe de survivants trouve le chemin de la sortie, accélérant allègrement.
Marty dit à Frank qu'il trouvera certainement le corps d'une femme à étudier dès qu'ils sortiront d'ici. Frank se rend compte et il conclut mentalement que malgré le fait que Marty soit timide et lâche, sa peur peut être surmontée à l'aide des sentiments. Frank se tourne vers Marty et lui demande d'augmenter le volume de son téléphone. À une question timide, Frank répond que désormais ils vont regarder son film préféré. Il s'avère que Marty est un grand fan de films pour adultes. Le sujet préféré de Marty dans ses vidéos est d'être avec le professeur le plus sexy après l'école. Marty demande à Frank s'il plaisante, car c'est une blague très peu drôle de son point de vue. Cependant, Frank lance un regard impitoyable à Marty, disant qu'il lui sauve la vie. Marty accepte et se connecte, ouvre la vidéo souhaitée et augmente le volume au maximum. L'actrice porno entame un monologue vulgaire et Frank dit à Marty de fermer les yeux et de ne rien faire dès qu'il en vient à cela dans son rêve. Les employés derrière Marty entendent des bruits suspects provenant de son téléphone et se parlent de ce qu'ils regardent. Marty continue de regarder la bande vidéo et d'autres survivants s'approchent également de lui, intéressés par ce qui se passe. Après quelques minutes de visionnage de la vidéo, le désir amoureux de Marty atteint un nouveau niveau. Après quelques minutes supplémentaires, le désir de Marty atteint son paroxysme et Frank décide qu'il est temps d'arrêter cette journée. Il dit à Marty qu'il est temps pour eux de déménager pendant qu'il s'éloigne de son bon temps. Frank lui rappelle de ne pas oublier ce sentiment lorsqu'il est en danger, car c'est ce qui peut détruire l'illusion. Frank regarde les autres avec un regard attentif, et le groupe s'éloigne à nouveau dans l'obscurité, tandis que Frank note mentalement que sa femme lui manque même un peu. Après un certain temps, Frank se libère de la captivité des illusions et constate que 2 de ses compagnons sont morts. Constatant avec regret qu'il n'y arrivait pas, il tourne son regard vers Marty. Frank remarque que Marty passe clairement un bon moment et fait des bruits plutôt suspects. Frank met sa main sur sa tête avec embarras, mais remarque soudain une étrange aura. Des flux d'énergie commencent à émaner du corps de Marty, qui semble de plus en plus alerte de minute en minute. Frank se rend compte que le pouvoir de Marty s'est réveillé et qu'il est sur le point de se réveiller. Au bout d'un moment, Marty ouvre les yeux et crie le nom de Selina. Il se lève d'un bond, lui demandant de ne pas s'enfuir, mais peu à peu il reprend ses esprits. Marty regarde autour de lui et demande à Frank s'il a réussi à trouver une issue. Frank est toujours impressionné par les mouvements joyeux de Marty, alors il hésite à répondre. Marty commence à soupçonner que Frank est une illusion et décide de le frapper, mais il intercepte son coup. Frank commence à lister toutes les recherches qu'il a effectuées sur le téléphone de Marty, le faisant rougir. Marty lui demande de s'arrêter et de lui donner le téléphone, se précipitant sur Frank, mais il esquive facilement. Marty, en raison de son récent réveil, a encore du mal à contrôler son corps, il perd donc l'équilibre et tombe. Remis de sa chute, il constate que 2 cadavres de ses collègues gisent devant lui. Marty recule d'horreur, mais Frank essaie de le calmer en lui disant qu'ils ne peuvent rien faire. Frank invite Marty à le rejoindre, poussant la lourde porte vers l'avant et entendant un grincement prolongé. Ensemble avec Marty, ils empruntent un couloir beaucoup moins sombre vers une lumière chaude. Après y être entrés, nos héros se retrouvent dans le parc et regardent autour d'eux. Marty est heureux qu'il soit sorti et Frank, ayant découvert des créatures familières issues de cauchemars dans le ciel, partage son soulagement. Il se tourne vers son ami et lui demande s'il a été réveillé par hasard. Marty répond qu'il a effectivement ressenti une incroyable poussée de force à un certain moment. Frank examine attentivement Marty et lui demande quelles sont ses capacités. Marty admet honnêtement qu'il n'en a aucune idée, mais Wa lui a dit que toutes les personnes éveillées ne peuvent pas utiliser leurs capacités. Frank ment lorsqu'il dit que sa capacité est de prédire l'avenir. Marty dit que maintenant tout s'est mis en place et il comprend comment Frank savait où aller et où se trouvait le danger. Frank regarde le ciel et pense que s'il existe une organisation d'experts dans le monde, alors il pourra s'y élever rapidement grâce à ses capacités. Il résume sa pensée en se disant qu'il doit devenir encore plus fort pour se venger de tout. Les pensées de Frank imprègnent à nouveau les images de sa femme et il se plonge dans des rêves agréables. Cependant, l'attention de Frank est attirée sur le fait qu'il ne voit toujours pas le bâtiment de l'hôpital psychiatrique. Frank passe en revue ses suppositions, soupçonnant que l'hôpital et le bureau ont fusionné, faisant ainsi avancer le monde réel. Sur cette base, si Frank rencontre une sorte de monstre, alors le monstre ne pourra pas attaquer. Mais s'il tombe dans un autre piège avec des portes, alors les choses iront mal. Selon Frank, même 1000 renaissances pourraient ne pas suffire dans le pire des cas. Frank se tourne vers Marty et étudie attentivement son comportement, essayant de comprendre une chose importante. Se rendant compte que Marty se comporte exactement de la même manière, il lui demande s'il voit quelque chose d'étrange. Marty panique, commence à regarder frénétiquement autour de lui, mais ne remarque rien de grave. Frank continue de surveiller attentivement Marty et s'assure qu'il ne voit rien d'autre, même devant son nez. Frank et Marty se dirigent vers la sortie et le personnage principal décide de demander à son ami comment il a réussi à sortir de ce rêve. Marty commence à répondre de manière abstraite, disant qu'il a acquis des connaissances grâce aux instructions de Frank et qu'il a essayé de pénétrer les illusions. Frank se dit qu'il est le seul à avoir pu sortir du rêve,
mais qu'il a dû se suicider pour pouvoir voir des choses étranges. Frank regarde Marty et lui demande s'il a fait quelque chose de sale pendant son sommeil. Marty rougit et commence à demander nerveusement à Frank ce qu'il veut dire. Frank continue, commence à décrire les détails du comportement de Marty, le faisant trembler de honte. Marty, en larmes, demande à Frank de ne parler à personne de ce qu'il a vu et entendu maintenant, ce à quoi il reçoit un bref consentement. Marty dit que lorsqu'il a ouvert les yeux, il s'est retrouvé seul avec le professeur de cette vidéo. Cependant, très vite, l'image de la femme commença à lui murmurer des pensées effrayantes et mauvaises. Cependant, la femme n'a pas relâché sa prise et a commencé à passer ses mains froides le long du torse de Marty. Cependant, Marty se souvint du truc dont Frank lui avait parlé et essaya de toutes ses forces de tourner son attention vers autre chose. Frank écoute l'histoire de Marty avec une surprise non dissimulée, incapable de faire le moindre commentaire. Grâce aux efforts de volonté de Marty, une atmosphère beaucoup plus agréable et romantique fait irruption dans la classe. Et à la place du professeur, l'image de Selina commence à s'accrocher à Frank. L'image de Selina se tient avec défi à la table, lui faisant signe du regard de se rapprocher. Marty ne peut pas le supporter et s'en va, pressant Selina contre le mur et examinant son corps. Cependant, en un clin d'œil, Selina se transforme en un terrible monstre, évaluant Marty d'un regard affamé et lui demandant s'il a peur d'elle. La créature attrape les mains de Marty et ouvre sa grande gueule, se préparant à le tuer. Marty admet qu'il avait très peur, alors il a décidé d'agir de la manière la plus décisive possible. Rassemblant ses forces, Marty se libère de l'emprise mortelle du monstre. Après quoi Marty attrape fermement la chemise de la créature et la déchire, atteignant sa poitrine. Frank note mentalement qu'il ne pouvait pas imaginer que tout serait si terrible et ne répond pas à cette histoire. Marty essaie de s'élever aux yeux de Frank en donnant des explications abstraites sur son action, mais Frank déclare qu'il est temps pour lui de rentrer chez lui. Frank continue en disant qu'il dormira d'abord, après quoi il aura une conversation normale avec Marty. Marty est surpris que Frank ne soit pas gêné par le fait que tous ses collègues sont morts, et le danger de rencontrer de mauvais esprits reste toujours élevé. Frank demande à Marty s'il souhaite signaler ce qui est arrivé à la police, à laquelle il ne peut pas répondre. Selon Frank, s'il existe toutes sortes de monstres et d'espères dans le monde, il existe sans aucun doute une organisation qui s'en occupera bientôt. Frank part, plongé dans des conversations avec lui-même, se disant qu'il est temps de la retrouver. Le temps passe et Frank arrive chez lui tard dans la nuit. Frank est accueilli à la porte par sa femme, qui lui demande s'il est de retour et ce qu'il veut cuisiner. Frank, souriant, lui dit qu'il est enfin rentré chez lui. Sa femme lui lance immédiatement un regard effrayant avec ses yeux rouges brillants. Dans un murmure langoureux et satisfait, elle prononce la phrase familière selon laquelle Frank la voit. Cependant, les autres paroles sont interrompues par le sifflement d'un scalpel dans l'air et le bruit humide d'une artère coupée. Le sang commence à couler comme une fontaine du cou de l'épouse bien-aimée de Frank, et elle se fige sur place, abasourdie. Frank lance joyeusement coup sur coup, disant que sa femme est incroyablement belle. Mais soudain, l'image de sa femme en sang disparaît et Frank se retrouve à nouveau devant la porte. Il entend à nouveau le crépitement de l'ampoule accrochée à la porte et le léger bourdonnement de la ville nocturne. Frank se tient devant la porte de son propre appartement, telle une statue. Au bout d'un moment, Frank sort enfin de sa stupeur et se demande s'il est vraiment mort. Selon Frank, il ne se souvient même pas de comment cela s'est produit et se demande comment elle a pu faire cela.